7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Pour la première fois depuis 5 ans, Xi Jinping a entamé hier une visite d'État de 2 jours en France où il assure vouloir œuvrer avec son homologue français Emmanuel Macron à résoudre la crise en Ukraine et continuer à investir dans l'Hexagone. Une visite axée notamment sur les relations commerciales et industrielles entre la France et la Chine. Emmanuel Macron espère également que la Chine usera de son influence sur la Russie pour encourager une trêve dans le conflit ukrainien durant les Jeux Olympiques. Alors, quelles leçons tirer de cette visite diplomatique? Pour répondre avec nous, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Linco. Bonjour. Alors, Emmanuel Linco, vous êtes spécialiste de l'histoire politique et artistique de la Chine contemporaine, enseignant-chercheur à la faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très mal. Ah, très mal. Alors nous, on vous entend bien pour le coup. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors, on va commencer avec une première question, puisque ce voyage marque donc 60 années de relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Quel est l'état de ces relations aujourd'hui, Emmanuel Linco? Eh bien, ce sont des relations profondément asymétriques, c'est-à-dire avec un déficit commercial évidemment très important en défaveur de la France et surtout des pierres d'achoppement assez importantes sur les grands volets stratégiques, notamment sur l'Ukraine, puisque, comme vous le savez, la Chine, selon la formule déjà en usage, pratique une forme de neutralité pro-russe. Et donc, la démarche d'Emmanuel Macron vise très certainement à obtenir de Xi Jinping un peu plus de prise d'écart par rapport à Moscou. Et vous pensez qu'il peut y parvenir par ce genre de visite, Emmanuel Macron, justement, à marquer un peu d'écart avec la Russie? Je pense que ça sera très difficile pour au moins 2 raisons. Déjà sur le plan symbolique, comme vous le savez, à partir de demain, suite à sa visite dans les Pyrénées aux côtés d'Emmanuel Macron, Xi Jinping se rendra successivement en Hongrie puis en Serbie, qui affichent leur sympathie pro-russe et pro-chinoise. Et à la mi-mai, Xi Jinping recevra à Pékin même Vladimir Poutine. Donc je vois difficilement comment Xi Jinping pourrait se raviser par rapport à sa position initiale. Et que pensez-vous de la décision d'Emmanuel Macron de recevoir le président chinois, sachant donc pertinemment que nous sommes dans ce rapport asymétrique dont vous nous parlez? Mais ce n'est pas parce qu'on a des rapports asymétriques qu'il faut couper ces relations. Bien au contraire, ce serait même totalement inadéquat. Vous avez un 60e anniversaire que nous célébrons, c'est-à-dire donc l'anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la République populaire de Chine, à l'époque où, respectivement, le général de Gaulle et Mao Tse-tung étaient au pouvoir. Et donc, il est évidemment extrêmement important et opportun d'honorer précisément cette relation. Donc, il faut s'en tenir évidemment à ces usages et même par avis de tempête, il faut respecter un certain nombre de rituels. La vie diplomatique en a heureusement besoin. Est-ce que vous pensez que les deux participants, en l'occurrence Emmanuel Macron et Xi Jinping, voient cette visite pour réellement renforcer leurs liens ou bien est-ce qu'il pourrait y avoir des enjeux de déstabilisation plus tard, notamment de la part de la Chine? Ce que je vois, si vous voulez, c'est que aux yeux de la Chine, la France compte encore sur le plan diplomatique parce que c'est la seule puissance nucléaire militaire de l'Union européenne. Donc ceci est évidemment important. C'est aussi le seul pays de l'Union européenne à être membre du Conseil de sécurité de l'ONU, au même titre d'ailleurs que la Chine. Donc la France pèse autrement que l'Allemagne par comparaison, si vous voulez. Donc de ce point de vue-là, il y a une nécessité, bien sûr, pour la Chine de maintenir ce lien, sans oublier évidemment des relations qui remontent entre la France et la Chine, qui remontent évidemment bien au-delà 1949 et l'instauration du régime communiste. Donc il y a tout cela évidemment dont on doit tenir compte. Et puis rappeler aussi que la France a été encore une fois la première puissance occidentale
à reconnaître la République populaire de Chine avec échange d'ambassadeurs. Donc tout cela, si vous voulez, ne laisse pas indifférent aujourd'hui encore les mémoires politiques à la fois françaises et chinoises. Mais pour répondre à votre question, je pense que le séjour bref de Xi Jinping à travers l'Europe est en soi un signe d'une volonté de la Chine, en effet, de pouvoir diviser les Européens. Parce que de facto, vous avez 3 Europes. Vous avez la France, dont on parlait à l'instant. Vous avez l'Allemagne, dont le chancelier Olaf Scholz s'est rendu il y a quelques semaines désormais à Pékin. Et puis, vous avez cette 3e Europe en souffrance, convoitée à la fois par les Russes et par les Chinois, qui montre bien que il y a souvent non pas une concorde entre acteurs européens, mais au contraire du dissensus. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hier matin, Madame van der Leyen se trouvait aux côtés d'Emmanuel Macron, comme pour rappeler à Xi Jinping qu'il y avait de facto plusieurs Europes, une Europe qui tourne le dos à Bruxelles et une Europe plus forte qui souscrit évidemment aux normes européennes de Bruxelles. Si on comprend bien, bien que Xi Jinping puisse avoir la volonté de renforcer ses liens avec la France, ce n'est pas forcément le cas avec l'Europe en général, et les deux stratégies pourraient être très différentes. Oui, absolument. Même s'il y a toujours, comme à l'époque où l'Union soviétique existait, une volonté, que ce soit hier pour l'Union soviétique ou pour la Chine communiste aujourd'hui, de faire affaire avec les Européens pour faire passer aussi des messages aux Américains. Sachant par ailleurs, et c'est une chose que les Européens ont tendance à oublier, que l'Union européenne est l'une des toutes premières puissances économiques du monde et surtout, encore à ce jour, le premier partenaire commercial de la Chine. Donc, sans l'Europe, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, elle doit évidemment en tenir compte, et dans un domaine qu'elle convoite tout particulièrement, celui des très hautes technologies. Justement, en parlant de partenariat économique, j'aimerais vous citer Bruno Le Maire qui plaide pour un partenariat économique équilibré entre la France et la Chine, encore loin d'être atteint aujourd'hui, au détriment de Paris par exemple. Le ministre de l'économie ne forme-t-il pas des vœux pieux complètement irréalisables au vu du fossé qui sépare la France et la Chine, fossé que Pékin semble bien plus vouloir creuser que combler? Ça sera en effet très difficile. Ce que je constate néanmoins, si vous voulez, c'est que au moins il y a eu cette prise de conscience du risque que représentait la Chine pour l'économie européenne et l'économie française. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Il faut rappeler que l'on revient de très loin, et notamment des années Chirac, où il y avait une sorte de naïveté à l'égard de la Chine, naïveté dont on est heureusement aujourd'hui sorti. Donc bien sûr, ça peut sonner comme, vous le dites, comme un vœu pieux, mais en même temps, c'est l'amorce, je pense, d'une volonté politique qu'il faut saluer, bien sûr. Ouais. Et la Chine, face à cette volonté politique et même à cette déclaration, ne risque-t-elle pas justement de se retirer de ses relations diplomatiques? Non, parce qu'encore une fois, elle a tout intérêt à développer ses relations. Vous savez ce que disait Paul Valéry, un État seul n'est jamais en bonne compagnie. Et ça, la Chine l'a compris d'ailleurs longtemps dans son histoire à ses dépens, dans les années 60 en particulier, d'où sa volonté de se rapprocher de la France de Gaulle, alors qu'elle était très isolée sur le plan diplomatique. Elle n'avait pas de relation avec l'Union soviétique, précisément, non plus qu'avec les États-Unis, bien sûr. Donc, je pense que de ce point de vue-là, elle a bien assimilé la leçon. Mais ce à quoi nous assistons, évidemment, c'est une politique chinoise tous azimuts, bien sûr, qui vise encore à convoiter les ressources européennes, mais en même temps faire affaire et nouer des relations avec ce que l'on appelle le Sud global. Et de ce point de vue-là, évidemment, la Chine est extrêmement active, que ce soit par rapport à l'Asie centrale ou par rapport à l'Afrique, on le sait.
Alors justement, le ministre du Commerce extérieur, Franck Riester, a souligné lundi je le cite, très grand nombre d'opportunités de développement en Chine pour les entreprises françaises. Il les a même invités à avoir cette ambition. Est-ce que vous pensez que ce serait un moyen justement de rétablir un équilibre entre la France et la Chine? Ça sera difficile là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions parce que le marché chinois est un marché ultra protectionniste et on va entrer dans une zone de turbulence. Il y a déjà un signe qui ne trompe pas, ce sont les réticences chinoises à l'exportation du cognac français. Alors vous allez me dire c'est anecdotique, ce n'est que du cognac, mais enfin ça fait vivre quand même plusieurs milliers, pour ne pas dire dizaines de milliers de personnes sur notre propre territoire. Et donc, le cognac, entre autres, va être sujet à taxation supplémentaire. Et à mon avis, c'est un signe précurseur de taxation qui, par mesure de rétorsion par rapport à la question des automobiles chinoises électriques, vont être imposées par les Chinois par rapport notamment aux cosmétiques français. Hein. Donc je pense qu'on entre tout simplement, définitivement et d'une manière irréversible dans une véritable guerre économique. Donc investir aujourd'hui pour une PME française en Chine, c'est évidemment très risqué, c'est très problématique. Il y a peut-être une solution tiers qui consisterait à co-investir et donc à collaborer en commun dans des pays tiers, que ce soit en Asie centrale ou en Afrique. Mais encore une fois, on est plus là aussi dans la dissension que le consensus et le rapprochement de facto. Hein. Si, je vais vous citer Xi Jinping qui dit « Nous nous opposons à l'utilisation de la crise ukrainienne pour jeter la responsabilité sur d'autres, salir un pays tiers et déclencher une nouvelle guerre froide ». Il faisait ça en référence aux critiques des Occidentaux sur la relation entre la Chine et la Russie lors d'une déclaration à la presse, aux côtés du président français Emmanuel Macron. Est-ce que cette allusion à la guerre froide, on peut l'interpréter comme une menace ? La menace, elle est déjà là, hein, elle est déjà perceptible. Hein, c'est-à-dire qu'on est en guerre économique. Alors, on espère échapper évidemment à une guerre de haute intensité. Mais en fait, le duopole russo-chinois nous rappelle très clairement qu'on est en pleine guerre économique. C'est la raison pour laquelle, et pour répondre de nouveau à votre question première, je ne vois pas comment ni pourquoi la Chine se raviserait par rapport à son soutien vis-à-vis de Moscou, sachant que, même si cela peut paraître complexe, je soutiens que le conflit ukrainien est en fait un conflit précurseur de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et plus généralement encore, je pense que l'Union européenne va subir les contre-coups de cette rivalité entre la Chine et les États-Unis. Et donc, vous comprenez en retour que Xi Jinping n'a aucun intérêt à ce que la guerre en Ukraine cesse, parce qu'elle permet de retenir pour les Chinois les Américains sur le front ouest. Et il en va de même d'ailleurs pour le conflit israélo-palestinien, pour lequel on oublie trop souvent qu'Israël est un partenaire extrêmement important, même s'il a des relations avec la Chine aussi, hein, mais très important de l'Inde, laquelle a ouvert un corridor, l'India Middle East Corridor, qui est évidemment aujourd'hui en souffrance du fait des attaques Houthis en mer Rouge et du fait du conflit israélo-palestinien. Or, ce corridor ouvert par les Indiens avec le concours des Israéliens est un corridor directement concurrent à celui du projet chinois des nouvelles routes de la soie. Donc là aussi, si vous voulez, il faut toujours déplacer la focale et voir qu'au-delà même des conflits localisés, il y a des enjeux internationaux beaucoup plus conséquents qui expliquent encore une fois que la Chine n'a aucun intérêt à changer de position. Donc forcément, elle vous dira qu'elle est pour la paix, qu'elle n'est pas le dictateur qui, dans l'histoire, a dit qu'il était pour la paix. Évidemment, nous sommes tous pour la paix, mais les moyens pour y parvenir diffèrent évidemment d'un acteur à l'autre.
Oui, bien sûr. Effectivement, la Chine se présente comme une pacificatrice dans ce conflit ukrainien. Et puis, elle parle de respect de l'intégrité territoriale qui s'inscrit même dans l'histoire chinoise. Aujourd'hui, ils s'abstiennent encore de vendre toute arme à Moscou. Vous pensez que cela pourrait évoluer en cas de conflit plus important? Ben, elle dit en fait toutes ses propres contradictions, hein, Hmm. parce que effectivement, vous avez raison de le rappeler, dans sa culture politique, elle a toujours insisté sur la nécessité de respecter la souveraineté des États. Or, par rapport à l'agression russe contre le Donbass ou contre la Crimée, Pékin ne s'est jamais clairement prononcé. Et pour une raison très simple, c'est que elle met dans la balance la question de Taïwan. Et en fait, quand la Chine parle au sujet de l'extérieur, elle ne fait que parler d'elle-même et de sa propre situation, et notamment par rapport à Taïwan. Moi, ce que je crains, et malgré les promesses, mais ce ne sont que des promesses, faites par Xi Jinping hier auprès d'Emmanuel Macron, que de ne pas exporter d'armes, etc., ou de puces électroniques qui permettraient notamment aux Russes de fabriquer des drones. Je pense que c'est un accord de dupes, hein, en définitive, parce que comment pouvez-vous savoir et comment pouvez-vous contrôler le commerce? Vous savez, d'après les experts, il suffit de démonter un frigidaire ou une machine à laver pour fabriquer un drone de combat, hein. Donc, je Ouais. vois difficilement comment les Occidentaux pourront surveiller de près ces transactions entre la Fédération de Russie et la Chine. Donc là aussi, il ne faut pas prendre évidemment ce que dit Xi Jinping au mot, bien au contraire, hein. C'est là précisément le danger, c'est-à-dire que on sent bien qu'il va y avoir une radicalité affichée par Moscou et Pékin contre les Occidentaux, mais radicalité qui, sur le temps plus long, pourrait très bien se retourner contre la Chine. Il ne faut pas sous-estimer le fait que la Chine est dans une situation sur le plan économique assez mauvaise. Les indicateurs économiques en Chine sont au rouge. Vous avez un taux de chômage qui a explosé dans les villes, surtout parmi les jeunes. Donc, il faut bien imaginer aussi que Xi Jinping, que l'on voit depuis avant-hier, puisqu'il est arrivé dimanche soir, comme étant l'homme le plus important du monde, hein, on le décrit toujours comme tel, et sa stature est en effet tout à fait imposante, est un homme, je crois, au contraire, profondément affaibli. Déjà par la situation économique, hein, je me répète, mais aussi par le fait que jamais il n'y a eu autant de purges que depuis le moment où, en 2012, Xi Jinping est arrivé au pouvoir. De ce point de vue-là, on peut comparer effectivement les années Xi Jinping aux années Mao. C'est absolument catastrophique, hein. C'est-à-dire que vous avez toute l'administration qui est purgée du haut vers le bas de l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un Rapidement, pays... Emmanuel Linco, on va devoir conclure. Ah bon. Bon, en tout cas, ceci pour dire que on a une Chine qui n'est pas en si bonne santé qu'elle voudrait le Ouais. présenter. Voilà. C'est une bonne conclusion qui peut peut-être un petit peu nous rassurer par rapport à ce que nous disions avant. Merci beaucoup, Emmanuel Je Linco, vous en d'avoir prie, été parmi merci. nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire politique et artistique de la Chine contemporaine, enseignant-chercheur à la Faculté des lettres de l'Institut catholique de Paris.